Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchima-Guidé. Merci d'avoir choisi la radio publique africaine. Bienvenue à ce rendez-vous d'information de ce lundi 3 octobre 2022, dont voici le sommaire. L'armée burundaise aurait perdu une vingtaine de militaires dans les récents affrontements de la force conjointe de la communauté est-africaine et un groupe armé de Burundais, le FNL Nzabamhema, dans le sud Kivu. Au sommaire également, le service national de renseignement burundais serait en train de planifier l'élimination physique du docteur Christophe Sahabo et de son avocat maître Sandra Ndaïvé. Vous aurez les détails dans cette édition. Au cours de cette édition, nous parlerons aussi des inquiétudes des directeurs des écoles à régime et d'internat suite à l'attitude du gouvernement qui les propose d'exploiter les espaces libres pour pouvoir nourrir les élèves au lieu d'augmenter les subsides qu'il octroie à ces écoles. Voilà pour le sommaire. Vous lisez ensuite, l'armée burundaise aurait perdu une vingtaine de militaires dans les récents affrontements de la force conjointe de la communauté est-africaine et un groupe armé de Burundais, le FNL Nzabamhema, dans le sud Kivu. Le mauvais commandement de ces opérations serait lié à ces pertes en vies humaines, dénoncent nos sources de l'armée burundaise, qui s'étonnent également du flou qui entoure la communication au sujet de ces pertes. Inès Gakiza pour plus de détails. Ces combats ont opposé les militaires des forces burundaises et de l'armée congolaise d'un côté et des rebelles du FNL de Nzabamhema de l'autre côté, des combats qui ont eu lieu il y a 2 semaines à l'est de la RDC dans le sud Kivu. Les informations collectées auprès de nos différentes sources militaires font savoir que les militaires congolais se sont sauvés juste au début des affrontements, laissant seules les troupes burundaises sans même les en avertir. Les rebelles auraient surpris les militaires burundais par le côté que ces derniers croyaient occupés par les militaires congolais. Plus de 25 militaires burundais seraient morts dans ces combats, parmi eux des blessés qui ne pouvaient plus fuir, qui ont été achevés. Nos sources militaires précisent aussi qu'une vingtaine d'autres militaires, blessés légers, ont été évacués et sont en train d'être soignés à l'hôpital militaire de Kamenge, à Bujumbura. Les militaires dépêchés en mission au sud Kivu dénoncent la mauvaise organisation de ces opérations et d'affirmer que les pertes encaissées sont entre autres la conséquence du mauvais commandement des opérations de ce jour-là. Nos sources militaires burundais, que ce soit ceux en mission en RDC ou ceux au pays, dénoncent tous également le flou qui entoure la communication des opérations en RDC. Aucune fois l'identité des victimes n'est donnée officiellement et les militaires ne sont pas autorisés à voir les cadavres de leurs frères d'armes tombés sur le champ de bataille. Ils s'interrogent d'ailleurs où ils sont enterrés, vu que ces cadavres ne sont pas rapatriés pour un enterrement digne dans leur pays natal. Merci à toi Inès Gakiza. Toujours au chapitre sécurité, la rédaction de la RPA a pu répertorier ces 2 personnes assassinées au cours du mois qui vient de prendre fin. Ces tueries ont été répertoriées dans 9 provinces. Le détail avec Elvis Nyomonge. La province d'Ongozi est en tête avec 4 personnes tuées au mois de septembre dernier. Dans la province Muyinga, 3 personnes ont été tuées et 2 personnes ont été tuées dans chacune des provinces de Chibitoki et Karuzi. Une personne a été tuée dans chacune des provinces Gitega, Butana, Rumonge, Bujumbura et Kirundo. Parmi ces victimes, 9 ont été poignardées. C'est notamment dans les provinces d'Ongozi, Karuzi, Chibitoke, Gitega, Muyinga, Butana et Kirundo. Et parmi les victimes, 7 ont été retrouvées mortes dans les provinces de Chibitoke, Bujumbura, Rumonge et Muyinga au cours du mois écoulé. Parmi ces victimes, 4 sont des femmes qui ont été tuées dans les provinces de Muyinga, Bujumbura et Chibitoke. 2 parmi ces femmes ont été tuées par ses maris
dans les provinces de Muyinga et Bujumbura le mois de septembre dernier. Les mobiles de ces assassinats sont des conflits familiaux, conflits fonciers et les vols. Les raisons d'autres assassinats ne sont pas encore connus. Merci aussi à toi, Elvis Senio Mungere. Je vous le disais en titre, un plan d'élimination physique et Dr Christophe Sahabo serait en cours dans les laboratoires du service burundais de renseignement. Des sources fiables révèlent que l'agent du service national de renseignement Joseph Mathias Nyonzima Kazungu travaillerait également sur un éventuel empoisonnement de l'avocate Dr Sahabo, maître Sandra Ndaizeye, dans sa cellule à la prison centrale de Mimba. Le détail avec Bob Ruguric. En date du 1er avril 2002, le directeur de l'hôpital Kira Hospital, le docteur Christophe Sahabo, a été arrêté par l'officier de renseignement innocent Alfred Mousseremou sur ordre de la présidence d'Évariste Ndayishimiye. 6 mois après, le dossier Kira Hospital prend une autre tournure. Le frère du docteur Christophe Sahabo et l'avocate du docteur maître Sandra Ndaizeye ont récemment été arrêtés par les services de renseignement. Mais cette fois-ci, par un autre agent tristement célèbre dans des affaires criminelles, le nommé Joseph Mathias Nyonzima, alias Kazungu. D'après des sources fiables et proches du dossier, un plan macabre d'élimination physique du docteur Christophe Sahabo est en cours de discussion sur la table de certaines autorités. L'option qui éviterait de voir la main du pouvoir selon notre source est de trouver des individus qui provoqueraient des émeutes à l'intérieur de la prison de Ruyigi, des émeutes violentes au cœur desquelles le docteur Sahabo pourrait être tué. Nos sources précisent que dans cette prison de Ruyigi se trouve actuellement un détenu qui travaillait au service des renseignements. Les planificateurs voudraient également régler leur compte à l'avocate Sandra Ndaizeye. D'après nos informations, l'empoisonnement aurait été décidé pour se débarrasser de la fillette de l'ex-président Ndaizeye. Tous ces deux plans, confirment nos sources, ont été confiés à l'agent surnommé Kazungu, le même qui a arrêté maître Sandra Ndaizeye et le frère du docteur Sahabo. D'après toujours nos sources, le premier officier de renseignement en charge de cette affaire, Alfred Innocent Mousseremou, aurait déjà été démis de toutes ses fonctions au sein du service national de renseignement. Son poste de chef de département des opérations extérieures serait déjà occupé par un nouveau. Par ailleurs, Mousseremou serait également visé par une enquête, même si notre source ne parvient pas à établir de lien avec le rôle de Mousseremou dans l'instruction de l'affaire Kira Hospital. Le plus urgent, alerte notre source, c'est de stopper ce plan criminel contre les détenus. Toujours au chapitre droits de l'homme, la journaliste Floriane Ilangabiye de la radio Igichaniro vient de totaliser 32 jours sous les verrous au Burundi. 10 jours après son arrestation et son incarcération au cachot du service national de renseignement à Bujumbura, Floriane Ilangabiye a d'abord été conduite vers la prison centrale de Mimba avant d'être transférée à la prison centrale de Muyinga où elle se trouve actuellement. Même si les autorités du pays l'accusent d'atteinte à l'intégrité nationale, le président indique que Floriane Ilangabiye est victime des activités professionnelles qu'elle exerçait à la radio en ligne Igichaniro. Le point avec Emile Batumba. Floriane Ilangabiye est une femme de nationalité burundaise qui a quitté son pays vers le Rwanda en 2009 pour des raisons de la vie quotidienne. Arrivée au Rwanda, cette jeune femme a par après fondé son foyer et a même donné naissance à 2 enfants. Selon nos sources, Floriane Ilangabiye aurait exercé différentes activités professionnelles dans ce pays, notamment au sein des institutions bancaires et des compagnies pétrolières. Pendant son séjour, nos sources indiquent que Floriane Ilangabiye résidait au Rwanda comme une étrangère qui renouvelait périodiquement ses documents, et nos sources de préciser qu'elle n'était pas réfugiée dans ce pays hôte. Depuis l'an 2019, Floriane Ilangabiye, en collaboration avec d'autres jeunes, ont fondé une radio en ligne baptisée Igichaniro, particulièrement célèbre pour ses émissions à travers lesquelles différents hommes politiques vivant au Burundi ou en exil et même des défenseurs des droits de l'homme exprimaient leurs opinions. Le 30 août dernier, Floriane Ilangabiye aurait pris le chemin vers son pays d'origine, le Burundi, pour des raisons familiales. Nos sources font savoir que cette jeune femme aurait été
été arrêtée le même jour par des agents du service national de renseignement et conduite vers le bureau de cette institution à Bujumbura alors qu'elle se dirigeait en voiture vers la province Rutana pour prendre part à une cérémonie familiale. Les mêmes informations soulignent qu'au moment de son arrestation, Floriane Irangabiye était avec ses parents et portait des habits de cérémonie communément appelés Imvutano. Le 8 septembre dernier, Floriane Irangabiye a été acheminée vers la prison centrale de Mpimba où elle a passé 21 jours au total avant d'être encore une fois transférée vers la prison centrale de Muyinga le 29 septembre. Les informations à la disposition de la RPA précisent également que le service national de renseignement aurait fait une injonction interdisant le droit de visite à la détenue, bien que le ministère public indique que Floriane Irangabiye est accusée d'atteinte à l'intégrité nationale. Les informations en provenance des agents du service national de renseignement à Bujumbura indiquent plutôt qu'elle serait poursuivie pour ses opinions exprimées à travers les émissions de la radio Igicaniro. Actuellement, plus d'un se demande comment et pourquoi cette journaliste est devenue victime de ses idées ou bien de son métier. Merci à toi, Emile Nimasumba. Après cette petite transition, nous parlons éducation. Le gouvernement burundais est en train de demander de l'impossible aux directeurs des écoles à régime et d'internat. À part qu'elles sont peu nombreuses, les écoles qui ont des espaces à exploiter pour l'agriculture, même celles qui en auraient, ces champs ne pourront pas aider à grand chose en ce qui est de la ratio des élèves. Les directeurs qui se sont entretenus avec la RPA trouvent que le gouvernement n'a que deux choix, à savoir supprimer les écoles à régime d'internat ou revoir à la hausse les subsides qu'elle octroie à ces écoles. Au cas contraire, certains directeurs indiquent qu'ils pourraient même démissionner. Le point avec Danny Claire, il la trouve. Il n'y a pas une seule école parmi celles à régime d'internat qui pourrait nourrir ses élèves pendant une semaine seulement des résultats de son récolte des champs scolaires. C'est du moins les propres propos des directeurs des écoles à régime d'internat qui se sont entretenus avec la RPA. Nombreuses de ces écoles n'ont pas de l'espace suffisant pour pratiquer l'agriculture proprement parlant, mais déclarent ces directeurs, et non des espaces qui pourraient leur permettre de mettre en place des cultures maraîchères, quitte à pouvoir améliorer la ration des élèves. Ces directeurs trouvent que le gouvernement n'a que deux voies de sortie, soit supprimer les internats, soit augmenter la ration journalière allouée à chaque élève interne. Pour ces directeurs, il ne faudrait pas que le gouvernement pense à augmenter le Minerval, puisqu'il raconte ces directeurs, les 43 000 francs par trimestre et par élève constituent déjà un lot fardon pour nombreuses familles. S'agissant des directeurs, ces derniers craignent de voir la majorité d'entre eux terminer en prison. Ils ne trouvent pas par quelle magie les subsides réservés aux écoles à régime d'internat pourraient couvrir les besoins en alimentation des élèves. L'exemple parlant est celui d'un directeur qui indique que déjà la prévision budgétaire du premier trimestre uniquement, il se trouve avec le déficit de plus de 10 millions. Il est à signaler que les subsides pour les 19 jours étudiés au mois de septembre ont été dernièrement versés sur les comptes des écoles après un peu près d'une semaine de retard. Merci à toi, Danny Claire. Il a trouvé le gouvernement burundais voudrait-il se désengager petit à petit dans la prise en charge des élèves internes. Dans ses propos, le porte-parole du ministère de l'Éducation semble vouloir mettre le sort des élèves internes dans les mains des fonctionnaires de l'État ou alors des directeurs des écoles à régime d'internat. Écoutez plutôt Liboire Migrimana, porte-parole du ministère de l'Éducation nationale. Il s'exprimait lors de la dernière conférence publique des porte-parole des institutions. La question qui concerne la somme de 900 francs octroyée aux élèves des écoles à régime d'internat, une somme jugée insuffisante, je vous dis que l'État, en tant que parent, nourrit les enfants en fonction des moyens à sa disposition. Nous avons beaucoup d'espoir car nous pensons que lorsque les travailleurs auront augmenté la production et de ce croire pour relever la situation financière du pays, je pense que cela n'empêchera pas que le gouvernement prenne une partie pour nous appuyer. mu kurangiza cyamboneraho kano kanya kugira ngo mpamagarire abayobozi b'amashuri
Toutefois, avant de terminer mon propos, je profite de cette occasion pour lancer un appel aux directeurs d'école à régime d'internat en possession de terres cultivables qu'il faut les exploiter et pratiquer de l'élevage pour que les revenus puissent appuyer cette somme de 900 francs octroyée par le gouvernement afin de nourrir l'enfant du pays. C'était Riboire Bigirimana, porte-parole du ministère de l'Éducation nationale. Après cette petite transition, nous parlons des nouvelles de la société. Les habitants de la zone Gatumba, victimes de pluies diluviennes qui ont causé les inondations suite au déversement de la rivière Lusizi dans cette zone, craignent de revivre le même désastre. Ils indiquent que la saison de pluie est déjà arrivée, alors que le niveau de l'eau de la rivière Lusizi atteint toujours les berges. Le point avec Eric Nyonzima. Après le malheur qui s'est abattu sur Gatumba l'année dernière et qui a provoqué le déplacement de pas mal de personnes suite aux inondations, ceux qui avaient regagné leur ménage après que l'eau soit séchée, ils indiquent qu'ils s'inquiètent de revivre la même situation, surtout que la saison pluvieuse est en cours. Nous éprouvons de la peur car à l'époque passée, aucune activité n'a été faite et rien n'a changé. La seule chose qui nous fait peur, c'est que si tu arrives à la rivière Lusizi, le constat est que l'eau touche toujours les berges, comme c'était bien avant quand la rivière a franchi les berges. Si donc il pleuvait suffisamment, rien ne pourrait empêcher les nouvelles inondations. Consécutivement à la catastrophe, le gouvernement avait promis d'ériger des digues sur les berges de la rivière Lusizi pour empêcher les eaux de déborder pour se déverser dans les ménages en cas de forte pluie, mais jusqu'à là, rien n'a été fait. Nous l'avions attendu car on nous a annoncé qu'ils allaient entamer les activités, mais ce n'est que des paroles. Nous ne savons pas où se situe le blocage, mais nous patientons encore. La situation se présente ainsi au moment où, à l'endroit où est localisée une école à l'entrée de Muchacha, l'humidité avait fini et les élèves sont en train d'étudier. Ces habitants de Gatumba disent que si jamais la pluie retombe comme l'année dernière, les élèves ne pourront plus continuer à vaguer à leurs activités scolaires. De son côté, le gouvernement burundais annonce avoir repéré 4 endroits où seront délocalisées les victimes de ces inondations en zone Gatumba. Pierre Nkurikiye précise cependant que le gouvernement est à la recherche de moyens pour construire des maisons assez sinistrées. Suivez plutôt Pierre Nkurikiye, le porte-parole du ministère de l'Intérieur. Abahuye n'imyuzurire yo mu Gatumba igikorwa cyo kubimura aho kigeze uno munsi leta yamaze gutanga ibibanza byo kubimura. Le gouvernement a déjà disponibilisé des sites qui vont accueillir les sinistrés des inondations de Gatumba. Ces sites sont situés en commune Mugina, d'autres à Rumonge, Kabezi et Mubimbi. Pour le moment, on est en train de collecter des fonds qui seront utilisés dans la construction des maisons qui abriteront ces déplacés afin qu'ils puissent avoir un toit. Cette fois-ci, ces maisons seront en dur car on a constaté que celles qui avaient été construites à Mugina ont été détruites par les eaux de pluie. Donc, nous leur demandons d'être patients car le gouvernement est à pied d'œuvre pour qu'ils soient vite délocalisés et quitter une fois pour toutes cette localité de Gatumba qui est tout le temps inondée. Le porte-parole du ministère de l'Intérieur a reconnu également la disponibilité des fonds pour la construction d'une digue sur les rives de la rivière Lusizi pour empêcher le débordement des eaux de cette rivière. Écoutons encore une fois Pierre Nkurikiye, le porte-parole du ministère de l'Intérieur. Igikorwa cyo kubaka inkombe bise digue mu rurimi rw'igifaransa. La construction des digues a déjà été amorcée et toutes les études de terrain ont déjà été faites. Je peux même vous dire que le PNUD a promis de disponibiliser tous les fonds y relatifs. Ariko mu gihe bagira batangure kubaka iyo nkombe nk'uko bari babisezeranye. Les travaux auraient déjà débuté, mais comme le PNUD a demandé à ce que l'on protège toutes les rives de la rivière Lusizi, cela a pris du temps car il a fallu faire d'autres études complémentaires. Donc, cela va se faire bientôt, car tous les fonds, comme je vous l'ai dit, sont déjà disponibles grâce au PNUD.
Toujours au chapitre des nouvelles de la société, manque criant d'eau potable dans certains quartiers de la zone Musaga à mairie de Bujumbura. Une situation qui dure maintenant 5 jours et pendant ce temps, pas mal de ménages n'utilisent pas moins de 10 000 francs burundais pour subvenir à leurs besoins en eau. Ceux qui n'en ont pas de possibilité se rabattent aux eaux de rivière. Le point avec Emmanuel Nyungeko. Les habitants de différents quartiers de la zone Musaga, à mairie de Bujumbura, indiquent qu'ils viennent de passer 6 jours sans eau potable. Ils expliquent qu'ils dépensent entre 10 et 20 000 francs par jour pour se procurer de l'eau potable. Nous, les habitants de la zone Musaga, au quartier Kinanira 2 et Kinanira 3, nous avons un problème d'être au 6e jour sans eau de la régie des eaux. C'est un problème, surtout chez nous, qui avons des familles qui chaque jour utilisent 10 bidons d'eau et ça nous coûte entre 10 000 et 20 000 francs par jour, d'autant plus qu'on a besoin d'un taxi pour le transport. Ceux qui n'ont pas assez de moyens financiers se rabattent sur l'eau de la rivière Kanyosha. Ceux qui n'aimeraient pas utiliser les eaux de la rivière Kanyosha, puisque cette rivière contient beaucoup de microbes qui causeraient d'un moment à l'autre des maladies domesticales, mais certains l'utilisent pour la vaisselle et autres l'utilisent pour laver les enfants ou pour se laver eux-mêmes. Nous demandons vraiment à l'État, particulièrement à l'entreprise Régie des eaux, d'en trouver une solution, sinon il s'agit d'une punition gratuite qu'on vous impose. Les habitants de la zone Musaga et les parents des enfants qui étudient au petit séminaire de Kanyosha demandent à la régie des eaux de trouver une solution dans les meilleurs délais pour que la population n'attrape pas des maladies des mains sales. La rédaction de la RPA a essayé de contacter Jean-Albert Manigomba, le directeur général de la régie des eaux, mais son téléphone est sonné sans que personne ne décroche. Merci à toi, Emmanuel Nyungeko. Dernière nouvelle de cette édition, grogne de certains habitants de la commune et province Kirundo qui s'indignent de l'insalubrité qui s'observe aux alentours du marché central de cette province. Sur cette problématique, ces habitants indiquent également craindre des conséquences qui pourraient s'en suivre, que ce soit sur leur santé ou sur l'environnement. Le point avec Elodie Diveremish. L'insalubrité décriée par certains habitants de Kirundo est constituée de déchets provenant du marché de la place. Selon nos sources, ces déchets sont jetés tout près du dit marché, faute de dépotoir, ce qui indispose les passants et les habitants des environs à cause des odeurs nauséabondes qui s'y dégagent. Cet habitant témoigne. Au marché central de Kirundo, les immondices se trouvent près du parking des véhicules de transport desservant l'axe Kirundo-Ngozi-Masanganzira. À cet endroit, une montagne d'immondices s'est formée et des mouches pullulent à toute heure. Même les habitants qui veulent ramasser ces déchets pendant les travaux communautaires se sont désistés vu qu'ils n'ont nulle part où les déposer. En période pluvieuse, la situation s'empire car des odeurs nauséabondes s'y dégagent beaucoup, ce qui met mal à l'aise les passants. Pendant la saison pluvieuse, poursuivent nos sources, ces immondices se déversent dans le lac Gwihinda, ce qui fait craindre le pire à la population de Kirundo qui utilise l'eau de ce lac pour la cuisson et différentes tâches ménagères. Quand il pleut, ces déchets se déversent dans des caniveaux et se dirigent tout droit vers le lac Gwihinda. Ceux qui boivent et utilisent l'eau de ce lac dans leur ménage consomment donc de l'eau très sale. C'est vraiment une menace, que ce soit pour la santé des habitants, mais aussi pour l'environnement. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre Albert Atongimana, gouverneur de la province Kirundo, mais il est resté injoignable. Merci à toi, Elodie Diveremicha. Merci, mesdames et messieurs, de votre oreille attentive. Ainsi prend fait cette édition. À la présentation, vous étiez avec Onésime de Chimagui. Bon début de semaine à tous.